L'être humain peut-il se réduire à l'organisme qui le constitue? Il n'est pas difficile d'entendre l'ancrage scientifique de discours contemporains abordant la souffrance humaine par le biais du trouble. Trouble de l'humeur, trouble du sommeil, trouble dépressif ou trouble alimentaire. L'humain souffrirait donc d'événements qui lui seraient extérieurs, troublant son état normal, silencieux et muet, à l'image d'un lac d'huile dont la surface serait exposée à la chute d'une branche ou aux aléas de la météo. Il n'est pas rare d'entendre des discours médicaux tenter d'expliquer les troubles de l'humeur d'une femme enceinte à ses changements d'hormones, la schizophrénie par l'équilibre fragile de ses neurotransmetteurs, la dépression par un défaut de la production de sérotonine. Dans cette dialectique, le cerveau devient rapidement le siège de ces troubles de la vie, par lesquels sont abordées les causes et les remèdes aux troubles mentaux ou les troubles du comportement, et dont ces derniers seraient alors à rééduquer. Prenons l'exemple du TDAH, pour trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est défini sans l'emploi du conditionnel par l'INSERM comme un trouble du neurodéveloppement engendré par des facteurs génétiques et environnementaux. L'environnement se réduisant uniquement dans leur communiqué à l'exposition à l'alcool in utero et à la naissance prématurée. Cela entraînant, je cite, un handicap dans la vie de tous les jours, avec un risque d'échec scolaire, d'accident, d'addiction, de dépression et même de suicide. Voici également ce que nous pouvons lire sur le site de l'assurance maladie Amélie. S'il n'existe aucun traitement guérissant le TDAH, un ensemble de mesures permettent de réduire autant que possible les symptômes. Remarquons enfin qu'au sein de ces communiqués officiels établis sur des consensus dits scientifiques, il peut être question de dépression et même de suicide infantile, mais le terme souffrance n'est pas une seule fois évoqué. Ainsi, afin d'établir une base solide sur laquelle une prise en charge pourrait être élaborée, les êtres en souffrance doivent, dès lors, se réduire à une vision scientifisée de leur organisme, afin de permettre une comparaison horizontale entre eux, à l'instar de souris de laboratoire, offrant aux parents et professionnels de santé la possibilité de geler, à défaut de traiter, la forêt d'aliénation, de tabous et de jouissances derrière l'arbre que constitue l'organisme. Il faut dire que l'organisme a bon dos. Il peut faire l'objet de comparaisons, de dissections, de statistiques et de mesures, dont le sentiment de contrôle qui en résulte constitue une véritable aubaine pour le moi, l'instance aliénée et aliénante par excellence. Le moi sait, maîtrise, ne lâche rien, s'imaginant par orgueil être le maître en sa demeure. Un certain Sigmund Freud a fait entendre un autre son de cloche, une véritable peste pour le moi et une naissance possible pour l'être en tant que sujet. Ainsi, à n'être que des organismes, la question du manque ne se pose pas, celle du rien non plus, et dès lors, le moi se trouve à l'abri. Ces discours réducteurs apportent également une voie de sortie commune particulièrement efficace pour évincer la question de la responsabilité de l'être, où l'accident, le mal-être, les phobies, les fameux troubles du développement ou encore les maladies n'apparaissent dans les discours de santé publique qu'en tant qu'accident de vie. Avant de poursuivre, je tiens à préciser que responsable ne sous-entend pas coupable. En psychanalyse, il ne s'agit pas de dénoncer, mais de responsabiliser, en mettant en exergue le moi qui est à l'œuvre dans le sabotage de sa vie. La culpabilité contient la haine, qu'il est toujours possible de traiter, à condition que l'être qui en souffre poursuive sa cure et que le psychanalyste qui le reçoive n'abandonne pas la sienne. L'organisme est devenu cette base scientifique commune, sérieuse, mais également pratique pour éluder la responsabilité de l'être dans ce qui lui arrive. Et parmi les lieux qui, sur le papier, permettent par excellence d'entretenir ce postulat, l'hôpital m'apparaît être le plus intéressant et le plus contrasté. Exerçant à l'hôpital service d'oncologie, j'ai constaté que l'organisme apparaît pour le malade dans un premier temps comme mis à nu, jaillissant du réel auquel il appartient, au détour d'une fatigue écrasante, d'une douleur ou d'une masse perceptible, puis dans un second temps à partir des comptes rendus froids étayés par les imageries médicales. Il est vécu, puis éprouvé, et enfin parlé par un autre en blouse blanche. L'imaginaire pointe alors le bout de son nez, mais en un premier temps par celui du médecin. Si le cancer est alors énoncé, expliqué, imagé, un discours s'invite dès les premiers entretiens. L'organisme est en effet souvent parlé par le médecin tel un champ de bataille où se trame une guerre de vie et de mort. Il va s'agir d'être sur le front pour évoquer la rigueur attendue du patient,
de larguer la bombe pour illustrer la chimiothérapie, de tuer l'invisible pour expliquer les traitements de consolidation. Dans un autre ordre d'idées, cette violence imaginaire est souvent tout à l'inverse scotomisée par des expressions enfantines, où les tumeurs se changeront en patates dans le foie ou le cerveau, en lâchers de ballons, ou même en guirlandes de Noël, pour évoquer les tumeurs des poumons. L'organisme est parlé, pris par un petit autre dans la relation imaginaire élaborée par Jacques Lacan, c'est-à-dire à partir du moi et des aliénations du médecin. Et pour rester en vie, le patient pris dans les filets de cet imaginaire tissé à deux se persuade parfois d'être un bon petit soldat et qu'il n'y a rien d'autre à dire. Cette distinction clinique entre l'être et le moi, où le premier s'aliène au second, m'était étrangère au début de ma pratique. Ayant commencé mon travail dans ce service, ma place m'est longtemps apparue obscure, voire antinomique. Oui, je vous remercie. Merci. Voire antinomique avec la question de la maladie organique. Que pouvais-je bien apporter de plus que l'empathie sincère du médecin, que la compassion des membres de la famille ou l'apparente bonne humeur des infirmiers et infirmières pleins d'abnégation? Le secret professionnel, un certain espace d'écoute et de réflexion que je pensais libre, j'avais bien remarqué que m'étaient adressés des patients qui suscitaient par leur angoisse et leur désespoir la culpabilité de mes collègues, et qu'au moins j'avais le temps de me tenir là où eux ne souhaitaient pas se trouver. Mais la question de fond continuait à me tarauder. Dans un lieu où se traite la maladie organique, que pouvais-je bien apporter? Peut-être rien, mais ce rien qui auparavant me culpabilisait et m'angoissait, je l'emploie aujourd'hui par mon silence comme un appel d'air aux associations libres de la personne que je rencontre en hospitalisation ou que je reçois à mon bureau. La position que j'occupe alors est celle de l'ignorant. Habituellement objet de soins et du discours médical, le malade est invité durant sa psychothérapie à construire son savoir sur lui-même. Suivant les indications de mon superviseur, je pose au malade cette question. C'est bon, merci. Donc je suis invité par mon superviseur à poser la question à chaque fois aux malades que je rencontre: qu'est-ce qui vous fait souffrir? Devant les sondes, les chimiothérapies, face à des corps décharnés et algiques, cette question m'apparaissait déplacée, et j'angoissais à l'idée que le patient me fasse le reproche d'ajouter une violence de plus dans son quotidien si meurtri et incertain. Encore aujourd'hui, je m'étonne de constater qu'aucun, jusqu'alors, ne se soit braqué à cette invitation, à cette question. Après tout, ce terme de souffrance ne vise pas seulement la douleur qui, elle, se situe du côté de l'organisme. La souffrance n'a pas d'objet prédéterminé. Elle ouvre une porte à l'être pour se dévoiler au-delà des nécessités médicales. Et surtout, elle nomme ce que le corps médical n'est pas habilité à prendre en charge, promettant de facto un traitement à ce que dira le patient. Dans la majorité des situations, le malade hospitalisé à qui je rends visite parle de ses douleurs et ses altérations fonctionnelles. Les gestes sont douloureux, la fatigue écrasante, l'alimentation bornée entre l'anorexie et la sonde nasogastrique. Les ventres sont parlés comme ceux d'une grossesse, les visages deviennent dans les discours méconnaissables, l'incertitude et la peur se dévoilent. Et donc, quelque chose commence à émerger. Un récit, des métaphores et des affects. Si certaines personnes tentent de baliser leurs paroles avec le jargon médical, cet historique si factuel se teint d'une authenticité nouvelle. Cette question « qu'est-ce qui vous fait souffrir ?» semble être à chaque fois que je la pose une invitation pour le patient à faire davantage corps avec son organisme. À l'instant où l'organisme est parlé de l'intérieur, qu'il cesse d'être un objet de discours, qu'il commence à s'articuler avec le signifiant, nous sortons, psychothérapeutes et patients, de la clinique vétérinaire ainsi nommée par le docteur Fernando de Amorim. La dimension humaine, bienveillante, empathique, n'est bien sûr pas à déplorer au sein de l'hôpital. La clinique vétérinaire sous-entend l'absence supposée de lien entre l'organisme et le psychisme, et le corps qui agit entre eux comme une couture imaginaire. Seul l'accident est pensable, et je ne manquais pas, il y a quelques années, de le rappeler aux personnes qui se questionnaient avec angoisse en faisant part de leur théorie quant à l'émergence de leur maladie. Je disais, scientifiquement, ça n'est pas prouvé, ne vous en faites pas. Cela sans prendre en compte la mesure de mon injonction bienveillante à réduire le patient au silence.
Aujourd'hui, l'hypothèse clinique que je décline là, et qui nourrit mon éthique, laisse la place au fantasme grâce auquel le patient permet à sa libido de circuler autrement. Voici un exemple concernant cette circulation nouvelle. Hospitalisée pour son cancer des ovaires, Madame P souffre de ces nausées et des vomissements qui les accompagnent parfois depuis son entrée en hospitalisation. L'équipe médicale, inquiète devant la perte de poids, range ces nausées du côté psychologique, pour reprendre leurs termes, ayant constaté au préalable l'absence manifeste de cause organique. Lorsque je la rencontre, devant son plateau repas qui ne lui inspire que du dégoût, Madame P en vient rapidement à parler de ses sœurs et sa mère, toujours présentes lorsque les visites sont permises, et par téléphone le cas échéant. Elles sont très angoissées, très soucieuses de moi, trop même, dit-elle. Leurs angoisses en viennent à masquer les siennes, leurs appels et sollicitations la débordent, Madame P ne s'entend plus penser, ce qui, elle l'admet, l'arrange parfois. Elle reconnaît le soulagement que lui procurent ces associations libres, notamment sur ses nausées, qui diminuent à mesure qu'elle parle librement sa colère envers sa famille. En staff d'équipe, son médecin fait la remarque que les symptômes de la patiente diminuent après ses séances de psychothérapie et reprennent de plus belle le week-end. Par l'association libre, la libido gelée, voire calcifiée au sein de l'organisme, peut se frayer une voie nouvelle en s'accrochant au signifiant. Cependant, une difficulté propre aux spécificités de la maladie organique... Vous m'entendez, ça va ? Oui. D'accord. Une difficulté propre aux spécificités de la maladie organique et au contexte hospitalier demeure. Concernant la maladie, selon notre hypothèse de travail, l'inertie de la progression tumorale est telle qu'elle ne permet pas toujours le frayage de la libido, afin que celle-ci cesse d'alimenter la maladie. Seule la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie sont en mesure de barrer l'emballement cellulaire et réduire les lésions en peau de chagrin. Quant à la difficulté propre de l'hôpital, elle ne saurait se résumer à une administration déconnectée de la clinique ou à une dialectique médicale qui réduit la souffrance à l'organe et la psychanalyse à du soutien ou de l'accompagnement psychologique. Il s'agit de faire avec le réel de ces établissements construits et dirigés pour recevoir une souffrance purement organique et au sein desquels le psychanalyste ou le psychothérapeute a le devoir de tisser avec les médecins un partenariat solide pour faire entendre dans la maladie non un accident, mais, et pour reprendre le terme du docteur de Amorim, un appel pour dire bien davantage. En effet, peut-on ensemble parler d'un succès thérapeutique lorsqu'un père de famille, guéri de sa tumeur du testicule, ne couche plus avec son épouse depuis l'arrivée de leur fille qui a désormais 5 ans? Doit-on au seul hasard les cancers déclarés le jour d'un départ à la retraite, ou peut-on entendre une manière de combler coûte que coûte un vide devenu abyssal? Un homme m'avait dit à ce propos « Ce n'est pas que j'étais content d'aller à l'hôpital, mais j'avais l'impression d'avoir un nouveau travail avec ce cancer. » À s'interdire de penser au-delà de l'organisme, autant par dogmatisme scientifique qu'au nom de résistance moïque toute personnelle, nous nous privons de moyens pour opérer cliniquement. Il ne s'agirait pas non plus de nous complaire dans des fantasmes opposés où la maladie ne serait que psychogénique, mais simplement de faire entendre la responsabilité de l'être dans ce qui se trame en lui. Le scotum de ce constat ne tire ni les malades ni les institutions vers le haut et permet d'ailleurs l'entretien de discours chargés d'agressivité et de fantasmes. Vous faites de la bobologie, ai-je déjà entendu à propos de mon métier. Ou encore, vous allez nous les papouiller. De la part d'un médecin qui incluait dans ce vous l'ensemble des soins de support dans lesquels les psychologues m'en sont inclus. Je précise au passage que les soins de support regroupent toutes les pratiques visant une meilleure qualité de vie des patients subissant des maladies et traitements lourds. Sont mis donc pêle-mêle dans cette catégorie la gestion de la douleur, les massages, l'acupuncture, le qigong ou encore le soutien psychologique, pour reprendre les termes de l'Institut Curie. Nous pouvons donc faire le constat d'un schisme radical dans ces remarques entre les traitements bruts de l'organisme, illustrés comme nous l'avons vu par des métaphores guerrières et phalliques, tir de tromblon ou balancer la bombe, face auxquels des soins plutôt maternants, papouiller, bobologie, viendraient avec le malade devenu enfant, trianguler une situation oedipienne à s'y méprendre. Le postulat de la maladie comme pur accident enferme l'être dans une dialectique organiciste, le destituant de sa position subjective vers une position d'enfant-objet du discours de l'autre. Excusez-moi, je vais reprendre la phrase. Le postulat de la maladie comme pur accident enferme l'être dans une dialectique organiciste,
le destituant de sa position subjective vers une position d'enfant objet du discours de l'autre non barré. Et pourtant, excusez-moi, ne vous en faites pas, je vais continuer à voix haute, c'est pas un problème. Merci. Et pourtant, comme l'avait rappelé le chef de service d'oncologie, la médecine se sert de la science, mais n'est pas une science. À ce propos, Aristote, selon Pierre Pellegrin, nous rappelle que quiconque ignore le singulier se trompera souvent de traitement, car ce que l'on soigne est le singulier. Cette vérité, nous la rencontrons tous les jours dans l'écart entre le traitement type et le parcours réel, ainsi que dans les signifiants des patients que j'ai l'honneur d'écouter. À parler de leur organisme librement, des souffrances qu'ils y trouvent et des affects qu'ils dévoilent, c'est un corps qui apparaît. Le corps est, je cite le docteur De Amorim, une idée pour que le psychisme puisse se situer topologiquement. Alors que l'organisme est du côté du réel, le corps est une construction imaginaire et permet donc une relation imaginaire avec le moi. Le corps devient vide ou plein de cicatrices, dépouillé, décharné, ou au contraire énorme, gonflé. Il est parlé tel un traître, un impuissant, un monstre. Lorsque ce n'est pas la haine ou l'incompréhension qui évoque ce corps, ce sont les affects, des sensations d'oppression, de lourdeur, de fatigue, d'abattement, de peur. Je vais vous proposer pour la suite des situations, quelques paroles de patients. Un homme... Oh là là, non. Bon, au moins un patient avant la fin. Monsieur K est alité et relié à un porte-sérum chargé de nombreuses poches et d'une pompe à morphine. Et sous ses draps, des sondes partant çà et là. Sa souffrance est pourtant un sentiment imagé. Il a le cœur lourd. Son père est mort lorsqu'il était adolescent. Au pays, l'aîné, qu'il était, remplace le père. Alors il a travaillé pour subvenir aux besoins de tous. Aujourd'hui, c'est pour sa femme et ses enfants qu'il conduit des poids lourds. Il en est fier, mais là, alors qu'il ne peut plus, il est abattu. J'ai l'impression de les abandonner, me confie-t-il. Je demande, est-ce qu'il y a de la culpabilité dans ce que vous dites ? Aussitôt, une exclamation forte. Un « Ah !» presque viscéral, un qui-aille dans ses yeux. Il dit « C'est ça ! C'est ça !» Il se lève, me serre la main et me dit avec une gratitude dans son regard et dans sa voix que je n'oublierai jamais « Merci pour le mot ». Voilà un poids qu'aucune morphine n'aurait su délester. Un 180 degrés que le moi a effectué pour constater la pression qu'il subissait jusqu'alors de ses organisations intramoïques. Une chose en partie réduite en paroles. Merci beaucoup. Merci.